bordel dans les manifs. Non, mais là, vous croyez que je fous le bordel dans les manifs? Je me balade avec mon épouse, vous m'interpellez. Mais c'est normal. Vous êtes mon employé, monsieur le président. Vous êtes mon employé, monsieur le président. Je ne suis pas un employé parce qu'il n'y a pas d'employeur. C'est pas parce qu'on paye des impôts que la démocratie, le gouvernement sont des produits qu'on consomme. La démocratie, c'est vraiment tout autre chose. Et je crois que ça en dit long sur l'état d'esprit de certains de nos concitoyens qui pensent justement qu'ils sont des consommateurs ou des employeurs. Non, ce n'est pas un employé, c'est un élu. Par contre, il est évidemment au service des Français. Ça, oui, on peut le dire. Mais un élu n'est pas un employé. Je crois que ce que voulait dire ce gilet jaune qui a interpellé le président, c'est que le président, il a des obligations vis-à-vis des Français. Évidemment, ça a été dit d'une façon qui était, je dirais, à la limite de l'irrespect, mais fondamentalement, ça signifiait que le président doit être vraiment le garant de l'unité des Français, du respect des Français, de l'apaisement de la France. Voilà, je pense que c'est ça que ça voulait dire. Il a des obligations vis-à-vis des Français. C'est une vision assez imagée, mais il est au service du pays et du peuple qu'il a élu normalement. Donc il y a quand même quelque chose comme ça, oui. En termes d'illustration, il y a l'idée de dire que il a été élu pour servir le pays, nonobstant en plus, comme moi d'ailleurs, payé par les impôts des Français. Donc moi, ça ne me choque pas comme image. Je l'utiliserai pas, mais comme ça, en langage courant, ça ne me choque pas. Moi, je n'ai pas du tout la conception d'un président employé du peuple français. Je considère que le président il est élu par les Français. Il doit se placer ensuite au-dessus de la mêlée. Il n'est pas à leur service individuel, il est au service de la France. Ce qui ne le catégorise pas, ne le range pas dans la catégorie des employés des Français. Non, je pense absolument pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut combattre le président et s'adresser à lui avec un peu plus de déférence que cela, y compris lorsqu'on a pour lui un fort ressentiment que je peux comprendre et que je peux même avoir. Et un président a des comptes à rendre, ça c'est certain, de manière très claire. Maintenant, est-ce qu'il est employé au sens de la soumission à tel ou tel individu? Non. Au peuple, dans son ensemble, oui, effectivement. Maintenant, ce qui est révélateur de ce qui s'est passé hier, c'est qu'on est dans un contexte de plus en plus clivant. Et il faut que le président se pose la question de pourquoi il s'est mis en situation d'être en situation clivante de ce style avec des couches entières de la société. Et la réponse n'a pas été apportée à ce jour. D'abord, la nomination de Jean Castex comme nouveau Premier ministre. En fait, Emmanuel Macron choisit comme Premier ministre un énarque de droite pour succéder à Édouard Philippe, énarque de droite, un changement qui paraît évident de prime abord. Et puis, Jean Castex, c'est quand même l'ancien secrétaire général adjoint de Sarkozy, et il s'est choisi comme directeur de cabinet l'ancien secrétaire général adjoint de François Hollande. Pas très nouveau monde tout ça, hein. Les priorités politiques de Jean Castex sont assez claires. D'abord, finir d'achever notre système de retraite, comme ça les choses sont bien claires. Et puis surtout, dire aux gens qu'il faut pas trop attendre d'aide de l'État. Pour ceux qui croyaient au monde d'après, je pense que vos illusions maintenant sont bien terminées. Au final, l'unique leçon à retenir de la nomination de ce nouveau Premier ministre, c'est qu'Emmanuel Macron a placé là un homme de main qui sera dans l'ombre d'Emmanuel Macron et surtout qui lui permettra de gouverner seul, tout seul, de régner en maître. C'est la version extrême de la 5e République hyper présidentialiste, d'une 5e République dont il est plus que jamais temps de tourner la page et qu'on la foute bien à la poubelle et qu'enfin vienne la 6e République. Sur la composition du gouvernement, ce qui est frappant, c'est l'incapacité totale d'Emmanuel Macron à attirer de nouveaux profils. Et le résultat, c'est qu'en fait, il joue à un jeu de chaises musicales avec les derniers fidèles de la Macronie. Gérald Darmanin, du budget à l'intérieur. Elisabeth Borne, de la transition écologique au travail. Amélie de Montchalin, des affaires européennes au budget. Gabriel Attal, de la jeunesse à porte-parole du gouvernement. Bon, déjà, il y a 2/3 du gouvernement qui restent en place et qui changent juste de portefeuille comme si vous aviez des compétences interchangeables. Bon, entre nous, il y a quand même quelques départs qu'on ne regrettera pas parce qu'ils étaient des purs produits d'Emmanuel Macron et détestés par l'opinion. Castaner, le champion de la castagne policière. Muriel Pénicaud, la fossoyeuse de notre code du travail. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement qui était prête à mentir. Ou encore Nicole Belloubet, l'embastilleuse. Deux arrivées coup de com' laborieux pour que les éditorialistes de BFM aient quelque chose à se mettre sous la dent. Roselyne Bachelot, la chroniqueuse en pré-retraite nommée à la culture.
Et bien sûr, Éric Dupond-Moretti, l'avocat sexiste nommé à la justice en forme de grosse provocation. Du côté de l'écologie, reléguée au second plan, on a Barbara Pompili, la spécialiste de la trahison, qui est passée des Verts aux socialistes jusqu'à la République En Marche, où elle était à l'Assemblée nationale la caution faussement écolo. Elle le sera tout autant au gouvernement. On se rappelle que quand même, par exemple, elle s'était abstenue sur l'accord de libre-échange avec le CETA. Ce gouvernement, c'est aussi une insulte à toutes les femmes et aux droits des femmes, avec Éric Dupond-Moretti qui a craché à la gueule du mouvement MeToo, et Gérald Darmanin qui est nommé à l'intérieur malgré une enquête préliminaire qui est ouverte pour viol. Bon, au final, on a un gouvernement qui est mené par un homme de droite, dont les principaux ministres sont des hommes de droite, et qui va mener une politique de droite. Franchement, tout ça pour ça, c'était bien la peine de nous bassiner avec la relocalisation, la régulation du libéralisme. Bon, personne vous a cru. Alors aujourd'hui, on fait cette action en réaction à la nomination hier de Gérald Darmanin. Il faut savoir que Gérald Darmanin est accusé de viol. Et donc on est là aujourd'hui parce que c'est une insulte à toutes les femmes victimes de violences que de nominer cette personne-là. En fait, ça envoie un message fort aux femmes et aux femmes victimes de violences, c'est votre parole ne vaut rien. Vous continuerez à être réduite au silence et nous ne vous écoutons pas. Quand une femme subit des violences ou même un viol, c'est des années de reconstruction. Au commissariat, elle est reçue comme une moins que rien. On nous pose des questions. T'es sûr que tu l'as pas cherché ou t'es bien sûr que t'en avais pas envie? Au bout d'un moment, si la femme dit, quand une femme dit non, c'est non, même quand elle dort. Tout justiciable a le droit à la présomption d'innocence. Logique, ça, on ne le remet pas en cause. Par contre, en tant que victime, quand je vois qu'une personne qui est possiblement un violeur se retrouve à l'une des plus hautes fonctions de l'État, une fonction en plus qui va diriger un corps qui est censé enquêter sur ses affaires, ça me met moi dans une situation de me dire est-ce que j'y fais? Est-ce que mon enquête va être bien traitée? On avait passé ce cap de dire aux femmes vous avez le droit d'aller porter plainte, c'est courageux, et là il va falloir mettre encore plus de niaque pour y aller. Ça va être à partir d'aujourd'hui une galère encore plus terrible pour les victimes de viol, parce que se trouver conforté à des services de police qui sont dirigés par un accusé de viol, ça va être terrible pour les victimes, et c'est une provocation totale d'avoir nommé ces deux ministres au poste où ils sont à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est plus une prise de conscience, je dirais, au-delà du gouvernement, mais de la société dans son ensemble, qu'on ne peut pas laisser en fait des personnes accusées de viol ou qui délégitiment la parole des victimes à des postes aussi importants de la société, comme ça a été le cas avec les nominations de Roman Polanski, où là on a dit au monde de la culture, vous ne pouvez pas consacrer et honorer un homme personnellement en tant que réalisateur, parce que là encore vous participez à faire perdurer la culture du viol en France. C'est très disruptif peut-être pour M. Macron, mais pour les victimes de violences en règle générale, ça va être vraiment une galère totale. Alors si c'est ça la réponse de la France au mouvement mondial de MeToo, bravo. Mon corps, mes choix, et ferme ta gueule. Mon corps, mes choix, et ferme ta gueule. On alimente de la honte. On alimente de la honte. On alimente de la honte. Katia, bonjour. Alors vous avez donc suivi cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Alors, il faut rappeler qu'il y a deux accords. Le premier qui concerne le personnel hospitalier non médecin. Il s'accompagne d'une enveloppe de 7,5 milliards d'euros. On vient d'en parler, mais il y a également un second accord. Celui-ci est destiné aux médecins hospitaliers. Et cette fois-ci, l'enveloppe est de 450 millions. Il comprend 13 mesures, dont une augmentation de la prime pour les médecins hospitaliers qui s'engagent à ne travailler que dans l'hôpital public sans dépassement d'honoraires. Il comprend également, au titre des mesures, une revalorisation de
de la grille salariale. Mais pour les syndicats de médecins, eh bien, le compte n'y est pas. Alors certes, 2 syndicats ont bien signé, la SNAM-HP et l'INPH, mais pour les autres, vraiment, il ne s'agit pas de ça. Il faut continuer à faire entendre les revendications. Même ceux qui ont signé ont estimé que l'enveloppe n'était pas suffisante. Ils s'attendaient plutôt à quelques milliards et non pas à 450 millions. Alors, quels sont les points de désaccord, notamment le salaire d'embauche pour les jeunes médecins, les gardes qui ne seront pas revalorisées, les heures supplémentaires, même chose, elles ne sont pas traitées à leur juste mesure dans cet accord du Ségur. Donc ce matin, les syndicats qui sont opposés à cette signature, qui sont par exemple Action Praticien Hôpital, la MUF et Jeunes Médecins, ont tenu une conférence de presse pour parler des modalités d'action, parce que au-delà du Ségur, eh bien, ils comptent bien faire entendre leurs revendications pour rallonger cette enveloppe. Alors ils seront évidemment dans la rue demain, mais ils vont continuer à porter leurs revendications pour obtenir satisfaction. Merci Katia pour toutes ces précisions. On va tout de suite rejoindre David Guiraud. David Guiraud, faut-il croire à son mea culpa, Emmanuel Macron? Non. En tout cas, moi j'ai une vigilance qui réside sur des faits. J'ai assez peu confiance, je ne vais pas vous le cacher, parce que j'ai l'impression que nos dirigeants aujourd'hui font des choix parce qu'ils sont poussés, ils sont obligés à faire des choix, et que le pragmatisme, en quelque sorte, de l'intervention de l'État, ce sont des choses qu'ils niaient avant, et maintenant la réalité les fait tomber là-dessus. Mais j'ai peu confiance. J'ai peu confiance en quelqu'un comme le chef de l'État qui me parle d'aider le ferroviaire, alors que je vous rappelle quand même que l'écart qui était mis en concurrence pour concurrencer la SNCF s'appelait l'écart Macron. J'ai peu confiance en un Premier ministre qui fait partie de ceux qui a mis à genoux l'hôpital en 2005 et qui fait qu'en 15 ans, on a perdu 70 000 lits. J'ai peu confiance en un gouvernement qui parle d'aider les jeunes, mais quand les jeunes se mobilisaient, que ce soit pour Parcoursup ou sur des revendications sociales, ils les mettaient à genoux. Et là, c'était pas une image, c'était vraiment des jeunes à genoux comme à Mantes-la-Jolie. Vous voyez, je pense qu'il faut avoir une vigilance démocratique par rapport à ce qui se passe. Maintenant, on regarde aussi concrètement les mesures qui sont données. Bon, déjà sur la première partie, elle était très longue cette première partie d'Emmanuel Macron, et elle ressemblait plus à un dépôt de bilan qu'autre chose, très honnêtement. Et avec un détail qui, moi, m'interpelle sur les tests quand même. Il faut en parler de ces tests-là. Moi, j'accuse vraiment Emmanuel Macron et Olivier Véran de tricher avec les mots. Parce que ces deux-là nous disent qu'en gros, on réalise 350 000 tests par semaine avec une capacité de 700 000. Mais ce que disait le 28 avril à l'Assemblée nationale Édouard Philippe, c'était qu'on devait réaliser 700 000 tests, pas qu'on devait en avoir la capacité. Alors qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour réaliser ces tests-là? Est-ce qu'il attend une seconde vague? Ça, c'est le genre de question que je pose, parce que dans tout le flou artistique d'Emmanuel Macron, il y a aussi des échecs dont il ne parle pas et dont même il s'enorgueillit par rapport à la gestion de l'épidémie. J'imagine qu'on va parler dans quelques instants du plan de relance européen, du plan de relance français. Mais enfin, moi, j'insiste là-dessus quand même en premier lieu. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des choses qui m'interpellent, et surtout une vigilance citoyenne à avoir vis-à-vis de gens qui sortent de leur dogme parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui y reviendront très vite à mon avis. Une question concernant Julie Garnier. S'il y a un point que vous devriez retenir de cette interview présidentielle, ce serait lequel? Tout a été mauvais pendant 1h15? Ce qui m'a énormément choqué, ce sont les annonces bidons qu'on a eues. Il n'y a aucune mesure que vous retenez qui vous paraît quand même aller dans le bon chemin? Quand je l'ai entendu parler, par exemple, du fret ferroviaire, alors que, justement, dans son quinquennat, il a arrêté le fret entre Perpignan et Rungis, mettant du coup sur la route près de 25 000 camions. Qu'on apprend là, il y a quelques jours, que la ligne de fret entre Volvic et le Mont d'Or va à nouveau fermer et va mettre encore plus 12 000 camions supplémentaires sur les routes, et qu'il nous chante les louanges du fret ferroviaire, il y a de quoi se poser des questions. Et des annonces bidons comme ça, malheureusement, il y en a tout un paquet dans son interview. Juste une autre, si vous me permettez. Le port des masques, c'est une annonce bidon pour le 1er août? C'est une annonce qui arrive trop tard. Pourquoi le 1er août? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 15 jours? Enfin, on est encore à nouveau dans l'improvisation. Je vous l'ai dit, on est face à une crise et il prend du temps et on est encore dans une espèce d'attentisme et on ne comprend pas pourquoi. Si le masque doit être obligatoire, et il faut qu'il le soit, il faut également qu'il soit gratuit. Et c'est ce qu'on demandait justement pour permettre à toutes les personnes que ce ne soit pas une charge, un coût, mais que ça soit réellement une possibilité pour tout le monde de pouvoir le porter partout dans les lieux clos. Voilà.
Les Dernière 300 question de 000, Gilles, et après on reviendra. 300 000 contrats d'insertion pour les jeunes, exonération de charges pour les emplois jeunes, ça aussi, c'est des annonces bidons, selon vous? Malheureusement, il faut des emplois garantis. Et ce qu'on voit, c'est que faire de l'exonération sur des cotisations coûte beaucoup plus cher que de garantir des emplois. C'est tout simplement, ça a un coût à peu près de 1 à 10. Des emplois garantis, par exemple, ce sont les emplois jeunes. Quand vous avez des emplois jeunes, ce sont des emplois garantis pendant 5 ans par l'État. Et ça coûte bien moins cher de faire ça plutôt que de faire des exonérations. On se demande pourquoi est-ce qu'on ne repart pas plutôt sur des emplois jeunes. Voilà. Parce que, mais vous l'avez expliqué vous-même, c'est parce qu'ils préfèrent donner la primauté à l'entreprise. Malheureusement, on voit que s'il y a une urgence et si vraiment il faut mettre les jeunes dans l'emploi, il y a d'autres solutions qui sont plus efficaces et qui coûtent moins cher. Il a été assez clair également sur le fait que la France allait connaître, on peut au moins lui reconnaître cela, c'est qu'il a été assez pragmatique. Il a dit il y aura beaucoup de chômage, près d'1 million. Oui, enfin, c'était pas très difficile à deviner en même temps. Hein. On sait très bien dans quelle situation il aurait pu l'occulter. Le problème, c'est que ce sont les solutions qu'il propose. Et malheureusement, là-dessus, on voit que c'est pas les vraies solutions. Nous, par exemple, à la France Insoumise, demain, nous allons présenter un plan de déconfinement économique. Ça, ce sont des solutions pratiques où justement, on va mettre en place. Ce qu'on aimerait faire, c'est la planification écologique. La planification, c'est pas un vain mot. Justement, il faut planifier le monde d'après, il faut le planifier, il faut changer notre écologie. C'est pour ça que nous ne parlons pas de transition écologique, nous parlons de bifurcation écologique. Parce qu'il faut revoir notre système, le repenser. Mais ça s'organise, ça se planifie. La France, vous savez, elle a fait exactement la même chose quand elle avait un grand défi devant elle, c'était en 1945. Elle avait le défi de la reconstruction. Elle a fait quoi? Elle a fait la planification. La planification, c'était le plan Monet. Et ce plan Monet était à chaque fois détaillé pour chaque secteur. Par exemple, pour l'automobile, il y avait le plan Ponce. Et sur ce plan Ponce, à chaque fois, il fallait dire à des entreprises les productions qu'elles devaient faire et celles qu'elles ne devaient pas. Aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, Emmanuel Macron imposer à des entreprises des productions limitées, recentrées et qui vont dans une direction différente peut-être que ce qu'elles avaient imaginé. Parce qu'il est toujours dans une logique du produire pour produire, du productivisme. Or, on sait très bien que ce n'est pas ça la voie sur laquelle il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille sur une autre voie qui est sur une voie de l'écologie. Nous proposons notamment la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle est en capacité de reproduire. Ça, c'est un fondement. Ça, c'est un changement de système. Ça, c'est une vraie voie sur laquelle il faut qu'on aille. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les personnes parlent d'écologie, mais ne comprennent pas ce que veut dire le mot écologie. Sur le contrôle au faciès, il y a quand même une méthode qui est beaucoup plus facile à mettre en place et rapide, c'est le récépissé. On se demande bien pourquoi Emmanuel Macron ne le met pas en place. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire le lien de confiance. Monsieur, c'est pas parce qu'il y a eu des messages qui ont brouillé ce lien de confiance, c'est parce qu'il y a eu des faits. Quand aujourd'hui encore on apprend qu'un capitaine des CRS qui est suspecté de la mort, Monsieur Mélenchon, monsieur, je vous ai pas interrompu. Allez-y. Suspecté de la mort de Zineb Redouane a refusé de fournir les 5 lanceurs de LBD qui justement aurait pu permettre une identification. Pourquoi est-ce qu'il refuse? Quand il y a des journalistes, des manifestants, des observateurs, des simples passants qui se retrouvent blessés, mutilés et tués, on en est là en France, alors qu'il ne faisait rien, oui, ça brise le lien de confiance. Quand il y a également un drapeau de confédérés dans un commissariat, oui, ça brise le lien de confiance. Quand sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des centaines de messages racistes, oui, ça brise le lien de confiance. Non mais là-dessus, moi je vais pas aller dans. Les faits sont longs, mais les faits existent. Mais moi je serais d'accord avec vous là-dessus. Et c'est ça qui brouille le lien de confiance. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous sommes les premiers à défendre justement le service public, parce que nous avons besoin d'un service public fort. Et quand monsieur dit qu'il n'y a pas de moyens, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut des moyens. Mais il faut aussi qu'il y ait une institution qui soit capable de se remettre en cause. Oui. Et l'IGPN, là-dedans, malheureusement, a montré ses défaillances. Pourquoi est-ce que 350 plaintes sont aujourd'hui classées sans suite? Pourquoi est-ce que des policiers, aujourd'hui, n'affichent pas leur RIO alors qu'ils le doivent? On va laisser la parole à... Transmettre la flamme. Et la sincérité de l'affection de Mélenchon pour Mitterrand, 1 an après sa mort, la manière dont il en parlait, signait l'authenticité du bonhomme. Et on ne peut pas détester Mélenchon quand on a connu cela. Et malgré tous nos différends, toutes nos disputes, toutes les injures que j'ai reçues, je n'ai rien perdu de mon affection personnelle pour un homme politique qui peut avoir une telle piété filiale pour Mitterrand et pour celui qui l'a fait en politique. Zéro traîtrise
Zéro insulte au passé chez Mélenchon. Fort heureusement pour lui, contournant l'hostilité de François Hollande et de quelques autres, le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon finit par s'y retrouver en mars 2000, devenant enfin membre du gouvernement Jospin. Certes, il ne fut alors que ministre délégué à l'enseignement professionnel, mais se retrouvant ainsi au cœur de l'État, Jean-Luc Mélenchon aurait eu mauvaise grâce à bouder son plaisir. Chaud et froid, hein. Froid là-bas au bout, chaud là-devant. Hein, c'est vous qui mettez des majuscules partout comme ça. Après une virgule, l'ancien prof de français que je suis est scandalisé. Bon, allez, à bientôt, jeune fille. Oui, j'étais très heureux dans mon rôle de ministre. D'abord parce que je me sentais profondément utile, comme peu de fois dans ma vie. Je suis un intellectuel, pas manuel pour dessous, hein, et j'ai toujours éprouvé une sorte de fascination pour les machines, les métiers, que je suis incapable de mener et de comprendre comment on construit une carlingue, comment on fait marcher un système automatisé. C'était magique. C'est vraiment un des moments les plus heureux de ma vie, c'est sûr. C'était un très bon ministre. Il avait d'un seul coup la glorification du travail manuel, la grande noblesse de l'ouvrier, de l'apprenti, de celui qui fait avec ses mains. C'était pas une posture, c'était une conviction politique forte. Il a eu trop peu de temps et trop peu d'argent, sinon cette politique-là était la bonne. Tous les gouvernements suivants ont couru après avec de grands discours et peu d'actes. Il a failli être un très grand ministre, il lui a manqué du temps et des moyens. C'est curieux que vous n'imaginiez que les gens ne peuvent avoir que des motifs... Vous êtes un homme politique, allez. Mais, vous n'allez non, pas me faire croire que, bien sûr, vous avez des Et alors, c'est une tare? Non, pas du tout. Vous êtes journaliste, c'est pas une tare. Ben, c'est ça. Il y a des jours, on se demande, parce que comment vous osez me dire, je fais tout ça pourquoi? Pour moi-même. Mais vous savez quel âge j'ai? Ma vie est faite, madame. Je pourrais rester chez moi tranquillement. Je pourrais être à la retraite. Je suis dans la lutte. Je participe à leur vie. C'est ma raison d'être, c'est eux. Ce qui me donne du sens à ce que j'aurais fait toute mon existence. C'est ça. Alors voilà pourquoi j'y suis. Quant au reste, nous verrons. Nous verrons, et nous verrons bien ce que ça donnera à la fin dans la mentalité des Français. Oui, parce qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'ils prennent des décisions politiques, moi aussi, mais c'est pas une nouveauté, j'ai pas besoin d'une grève pour ça. Non, ne détournez pas le sens de notre engagement. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction, et nous mettons nos actes en rapport avec nos convictions. On essaye de le faire aussi bien qu'on peut. On attend quoi? Des marches pour le climat? L'incendie d'une usine de produits chimiques? Ou alors non, je sais, une pandémie mondiale? Il y a un an, Édouard Philippe, le Premier ministre, déclarait qu'il voulait faire de cette année une accélération écologique. Bon, visiblement, il a fait un faux départ. Bon, petite devinette, combien y a-t-il de continents? Il y a en fait 7 continents. Le 7e continent est fait uniquement de plastique. 1,6 million de kilomètres carrés, soit en gros 3 fois la grandeur de la France. Et il est situé en plein milieu du Pacifique, avec que du plastique. Imagine un peu ici, que du plastique. À ce propos, sais-tu que 99% des espèces sous-marines d'ici à 2050 auront ingéré au moins une fois dans leur vie du plastique? En fait, c'est les pêcheurs qui vont devoir faire le tri, quoi. Bon, heureusement, la Convention citoyenne a fait quelques petites propositions. Et parmi ces propositions, d'ailleurs, la suppression pure et dure, enfin, des plastiques à usage unique d'ici 2030. Bon. Faut pas être pressé, hein? Et contre le plastique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on arrête d'utiliser du plastique. Et on passe au verre, par exemple. Il serait peut-être temps, comme le propose la Convention citoyenne, d'afficher l'empreinte carbone de certains produits. Franchement, tu vois certains petits pictogrammes, là, t'as envie de partir en courant. Sinon, pour les fumeurs, je rappelle, y a un truc de ouf qui s'appelle des poubelles. C'est quand même le polluant le plus néfaste des océans. T'imagines ramasser les mégots des autres? C'est ce que fait Baptiste, par exemple, de Clean Walk. 75% de la surface de la Terre est déjà polluée. Parce que toutes les 5 secondes, c'est l'équivalent, par exemple, d'un terrain de foot qui est rasé. En gros, tu arrives, tu tapes la balle, il y a plus de terrain. Ça va vite, hein, 5 secondes. Et qu'est-ce qui contribue évidemment à la destruction de notre environnement? Les pesticides. Bon, il serait question éventuellement de les supprimer d'ici à 2035, mais heureusement que certains produisent sans pesticides déjà. Et les pesticides ont un énorme impact sur la destruction de la biodiversité. Des pesticides qui polluent des réservoirs d'eau. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Oui, mais ça c'était avant, quand il n'y avait pas de pesticides. Sinon, la Convention citoyenne a donc proposé d'interdire les pesticides d'ici 2035, j'ai envie de dire, enfin! Alors un petit mot quand même sur le gaspillage alimentaire. C'est un tiers de la production mondiale qui est jetée chaque année. Et l'indépendance alimentaire est peut-être un secret où tu peux cultiver toi ton potager, acheter en circuit court et acheter local. Comme ici, là par exemple, ils vendent de la tome d'ébauche, de la tome de chèvre, du gruyère et plein d'autres produits locaux qui sont faits avec ces vaches. Mais il y a bien sûr aussi d'autres exemples. Parlons à présent aussi de la culture du coton. On a bien sûr un pouvoir dans ce qu'on achète ou dans les baskets qu'on met aux pieds. Entre toutes ces usines de
de grandes marques aux 4 coins de la planète où les droits humains sont quand même moyennement respectés et où l'empreinte carbone d'un tel produit dépasse l'ego de Manuel Valls, il faudrait prendre conscience que notre pouvoir est aussi dans la manière dans laquelle on s'habille. Un jean, par exemple, avant d'arriver sur tes fesses, peut parcourir 1,5 tour de la Terre. En avion. Tu veux voyager ? Deviens jean. Bon, et si on parlait de l'avion, tant que le prix des billets d'avion seront moins chers que les prix des billets de train, les gens ne prendront pas le train. C'est mathématique. L'industrie automobile émet quand même plus de gaz à effet de serre que l'Union européenne tout entière. La solution, c'est le vélo. Si on veut se déplacer sur des courtes et moyennes distances en sécurité pour pas cher, on prend le vélo. Bon alors, est-ce qu'on s'y met? On envahit nos jardins de légumes, nos villes de vélo, nos cuisines de bocaux, car une petite somme de petites actions peut tout changer. Bah oui, parce que c'est à eux qu'on laisse la terre malade. Alors, on s'y met? On risque des passages à l'acte. Pour eux, c'est pas un jeu, ils préparent réellement la guerre. Quand vous avez des gens qui s'entraînent parce qu'ils disent voilà, nous on va être envahis par les étrangers, donc il faut se défendre. C'est un phénomène qui pour moi n'est pas marginal, c'est loin d'être la majorité, heureusement, mais c'est suffisamment inquiétant pour que ça nous alerte et pour qu'on se dise maintenant il faut le stopper maintenant. D'anciens soldats qui vont faire par exemple les services d'ordre, qui vont former les gens dans certains camps d'été au maniement d'armes, vont aussi être très actifs dans des salles de boxe par exemple, où tous ces gens-là se mélangent. En faire une priorité. Et je suis pas sûre qu'actuellement ça le soit. Il n'y a pas les moyens humains ni financiers. De fanatisme, de toute façon, pour moi, mène à l'horreur. Donc évidemment, il faut les traiter sur un même pied d'égalité, il faut tous les combattre. Si on veut vivre dans une société où on peut exprimer son avis sans prendre une balle dans la tête, il faut faire attention à ça.